12h53 de Jacques Rivette qui fait du cinéma de nouvelle vague comme on l'aime, c'est-à-dire de la remise en question et de l'ébranlement cinématographique. Il bouscule tout ce qui peut faire un film et tout ce qui peut faire une narration. C'est-à-dire qu'il va étirer au possible cette histoire qui, par ailleurs, est extrêmement inspirée de l'histoire des 13 de Balzac. On rappelle donc cette histoire de groupe souterrain qui veut réorganiser la politique, surtout parisienne, avec notamment Ferragus et La fille aux yeux d'or, qui sont deux des nouvelles qui constituent un petit peu cette trilogie de 3 nouvelles. Mais vous inquiétez pas, vous avez un plan séquence de 20 minutes dans lequel Éric Rohmer parle de Balzac pendant 20 minutes en plan séquence. Voilà, du pur nouvelle vague. Mais il va vraiment déployer ces 12h53 avec une mise en scène à la fois foisonnante, mais à la fois épurée. C'est ça qui est complètement fou à constater, c'est que d'un côté, on est face à des plans séquences parfois fixes, comme chez Rohmer, hein. Exactement comme chez Rohmer, même encore plus lent au niveau du montage que chez Rohmer. C'est-à-dire qu'on a vraiment qu'un plan fixe, parfois même pas composé du tout, où on va avoir les deux personnages qui discutent, et c'est tout. Rien d'autre. Mais il y a un effet hypnotique absolument saisissant, puisque certains passages font partie des plus beaux passages du cinéma français qui vous seront donnés de voir. J'en ai un en tête qui est absolument bouleversant de simplicité. C'est Michael Lonsdal qui est avec deux femmes allongées sur son lit, avec qui il entame une discussion. Et puis la discussion laisse place à une espèce de séduction sous-jacente, puisqu'il est quand même avec sa compagne, et avec celle qui est interprétée par Bernadette Lafont, qui l'a rejoint vers le milieu du film, donc vers le 3e épisode, 4e épisode. Et il y a une espèce de jeu de séduction entre ces trois qui commence à se dessiner, mais par le silence. Et le silence est tellement peu présent dans le film que ce silence-là, à ce moment-là, dans cette séquence qui est très longue et qui passe d'une discussion, comme dans le reste du film, assez intellectuelle, autour de questionnements d'artistes, sur le théâtre, etc., le film va glisser petit à petit sur cette séduction silencieuse, cette séduction visuelle qui va passer par le contact des mains, par le contact des corps. Et d'ailleurs, dans le film, on fume beaucoup, le personnage fume tout le temps, mais on s'embrasse très peu, je crois même qu'on s'embrasse jamais. Il n'y a aucun baiser dans le film, alors qu'il y a beaucoup d'amour, enfin du moins, à défaut d'être de l'amour, c'est de la séduction, des jeux de séduction, notamment avec ce personnage qui va séduire les hommes pour leur soutirer de l'argent, elle va utiliser ses charmes pour essayer de gagner sa vie finalement en dépouillant des hommes, et elle va parfois tomber sur les mauvais, puisque c'est grâce à ça qu'elle va se rapprocher des autres protagonistes avec cette histoire de club un petit peu des 13 souterrains. Elle va venir en séduire un qui en fait partie. Et on a des scènes comme ça où la parole, le flot de parole, la diarrhée verbale propre un peu à la nouvelle vague, à Jacques Rivette et à Éric Rohmer qui se rejoignent un petit peu sur ce plan de la parole sans arrêt, laisse place tout à coup à une pure poésie visuelle, mais d'une simplicité folle. C'est-à-dire que c'est un plan fixe. Et quand la caméra s'emballe, eh bien c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que c'est une caméra portée à la Jean-Luc Godard quand il va sortir sa caméra dans un bout de souffle dans la rue pour filmer de façon complètement spontanée la rue. Là c'est pareil, il y a des plans qui sont filmés dans les rues de Paris et on voit les gens qui regardent la caméra. On voit les gens qui sont complètement perturbés à l'idée d'être dans une fiction finalement, et parfois les acteurs qui sont, on le rappelle, en impro vont même interpeller les gens qui passent dans la rue et qui donc vont peut-être penser qu'ils sont interrogés pour la télé ou on ne sait pas trop, mais qui vont réagir dans le film. Donc on est vraiment à la croisée entre la fiction, entre l'intrigue presque d'un thriller, enfin on a presque le début d'un film policier, la croisée aussi du théâtre, puisqu'on a beaucoup de répétitions de théâtre, et on parle beaucoup de théâtre dans le film, de la littérature, puisqu'on parle beaucoup de Balzac, du cinéma, évidemment, mais de l'art contemporain, de la musique, un petit peu. Enfin, c'est un film fleuve, un film de l'art avec un grand A. C'est un film inépuisable. C'est un film inépuisable dans lequel on pourra toujours puiser des choses, dans lequel on pourra toujours se plonger. Moi, je vous conseille, alors, si vous pouvez, je ne sais pas,
où vous êtes actuellement si vous nous écoutez, mais si un cinéma près de chez vous diffuse le film, allez-y pour le découvrir en salle et faire l'expérience de l'épuisement de l'image, mais l'épuisement de l'image qui amène aussi à chaque fois à une renaissance, puisqu'à chaque fois que vous commencez à vous fatiguer du film, à être fatigué, à être un peu épuisé par les personnages, à être épuisé par ce que le film raconte, voilà, vous avez une scène d'un coup qui vient faire renaître en vous la flamme cinématographique qui va vous faire vraiment aimer le film au sens premier du terme, c'est-à-dire éprouver un amour inconditionnel pour les personnages, pour l'histoire, pour l'image, pour Jacques Rivette, pour cette obscurité de la salle de cinéma qui vous fait plonger votre regard dans ce rêve hypnotique éveillé. Alors dans un premier temps, vous allez voir ça au cinéma, et ensuite vous achetez le coffret édité par Carlotta. Je leur fais un petit peu de pub parce que évidemment ils méritent. 80 €. Hein. Oui, mais c'est 80 € qu'ils le valent. Moi je l'ai vu au cinéma, je sais que je vais m'acheter ou me faire offrir le coffret. Tiens, si tu sais pas comment offrir pour Noël, c'est une piste. Et puis vous prenez les épisodes dans le désordre. Et puis un soir, en rentrant du travail, vous êtes fatigué. Vous êtes très fatigué, vous vous mettez l'épisode 5 et vous vous plongez dedans. Vous le regardez juste en vous laissant bercer. Et puis 3 jours après, vous vous ennuyez, un samedi après-midi, il pleut. Et bien vous mettez l'épisode 2 et vous vous plongez dedans. Et c'est un film de chevet. Je crois qu'il faut prendre Out One comme ça, comme un film de chevet, comme un livre. C'est vrai qu'un livre, vous mettez beaucoup plus de temps qu'un film pour le regarder. Un gros livre, vous mettez bien plus de 12 heures pour le lire. Et bien là, c'est pareil. Vous prenez Out One comme vous prendriez un livre de chevet, même plus qu'un roman. Un livre de chevet, un livre de philosophie dans lequel vous iriez lire juste des chapitres de temps en temps pour vous inspirer, ou même comme une Bible. Out One, c'est un petit peu une Bible de cinéma, inépuisable, dans laquelle vous pouvez trouver un petit peu tout ce qui vous fait vibrer au cinéma. De l'amour, du rire, beaucoup de rire d'ailleurs, parce que Jean-Pierre Léaud est très drôle dans le film. Un petit peu de suspense, un petit peu de frisson aussi, c'est-à-dire le frisson de la mort qui plane beaucoup à la fin du film. Des enjeux cinématographiques, de la remise en question du langage, sans cesse. Vous vous posez beaucoup de questions devant Out One. Vous êtes à la fois bercé, perturbé et aussi stimulé intellectuellement. Donc, prenez Out One pour ce qu'il est, c'est-à-dire un film du rêve, un film pour rêver, mais aussi un film pour penser. C'est un film à regarder sans arrêt, dans l'ordre, dans le désordre, des parties justes, des plans. Mais en tout cas, Out One est un film inépuisable et c'est un des plus beaux films du cinéma français. Et je vous invite vraiment à vous tourner vers le coffret DVD de Carlotta qui propose en plus certainement beaucoup de bonus.